L'échiquier international, bienvenue à vous. Les guerres par procuration, par proxy, une expression qui est revenue au devant des unes médiatiques, des unes orientées pour accuser l'Iran et ses soutiens, des Houthis au Hezbollah en passant par la résistance palestinienne et bien entendu la Syrie, sauf que cette expression, cet objectif d'influence n'est pas l'apanage des seuls unité de la seule République islamique d'Iran. Les grandes puissances occidentales depuis toujours ont fait appel à non pas des hommes du cru contre une invasion ou une agression, mais plutôt ont fait appel à des mercenaires troubles pour semer la confusion, le chaos et surtout asseoir un agenda de domination. Guerre par procuration donc, avec des mercenaires et des financements qui passent outre le législateur, qui servent l'agenda de domination américaine par exemple sur des nombreuses années, on va le voir au cours des prochaines minutes. On connaît également en France avec les menées en Afrique des réseaux FOCAR ou ceux de Bob Denard, ce qu'on a appelé la France-Afrique. Mais qu'en est-il actuellement de la guerre de procuration au sein des théâtres de la géopolitique contemporaine? La guerre devient-elle trop sérieuse et trop grave et trop chère surtout pour la laisser au seul exécutif? La guerre par procuration, cette guerre subventionnée qui ne dit pas son nom, on en parle, à tout de suite. Guerre par procuration donc, qu'est-ce que c'est et comment cela s'est opéré au cours de l'histoire de la part des grandes puissances occidentales d'abord. Mais avant ça, on va parler d'un lanceur d'alerte sioniste qui a communiqué au monde le secret de Dimona, à savoir la centrale nucléaire sioniste. Pour parler de tous ces sujets, j'accueille le chercheur et analyste Samer Wabhi, bienvenue. Bonjour. Bienvenue, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour l'invitation. Alors je voulais qu'on parle, Samer Wabhi, de ce célèbre lanceur d'alerte sioniste, Mordechai Vanunu, l'homme qui a révélé l'existence du programme nucléaire militaire secret sioniste. Dès sa révélation, sa vie est devenue un calvaire. Ouais, alors, Mordechai Vanunu est un Marocain, un juif marocain d'origine. Oui, d'origine. En fait, il est né au Maroc, il est de Marrakech, et vers l'âge de 8 ans, il y avait l'appel d'Israël, donc il est parti avec ses parents en Israël, et il a travaillé, il a fait ses études, etc. À un certain moment, il a été embauché comme technicien dans une centrale nucléaire. En fait, officiellement, c'est une usine de textile. Et en fait, il était opérateur, technicien. Et en fait, tout le monde a constaté que il n'était pas à 100% avec Israël. En 81, il y avait les événements au Liban. Il était contre, etc. Donc, les autorités israéliennes sentaient que... Le soupçonnaient. Alors il a, vous le dites dans votre écrit sur les réseaux sociaux, ce Mordechai Vanunu a une espèce de conscience par rapport non seulement à la souffrance des Palestiniens, mais également à la souffrance des Libanais. Et on le soupçonne, le Shin Bet le soupçonne, les services de sécurité sionistes le soupçonnent. Il travaille à Dimona de 1976... 9 ans. À peu près 9 ans, 1976 à 1985. Et lui, il a évoqué, juste après, en 85 ou 86, que l'entité en fait, sioniste pendant qu'il travaillait là, avait de son tête nucléaire. Il a discrètement pris des photos de tout ce qu'il y avait autour de lui. Et à un certain moment, il a été licencié. Des installations. Il a photographié des installations. Et après, il a été licencié. Donc, il voulait... Comme il était enfin libre, il a contacté un journal Daily Sun, je crois. Le Sunday Times. Sunday Times. Oh là là. Le Sunday Times. Voilà. Et il a diffusé les photos. Instantanément, il était recherché par...
ou le service secret israélien. Alors, rapidement, ce que vous êtes en train de dire, c'est que Mordechai Vanunu, effectivement, avait un accès sensible à la production de tritium et des ateliers... Du plutonium enrichi, exactement. Tritium et des ateliers de fabrication de composantes d'armes nucléaires. Cela l'amène à photographier... toute la planète. J'explique juste pour les téléspectateurs. Et ça l'amène à photographier aussi ses installations confidentielles. En 1982, il est soupçonné donc par le Shin Bet, c'est les services de renseignement intérieur sionistes, la sécurité intérieure, de tout bonnement ne pas être loyal à l'entité sioniste. Ouais. Et donc, comme il avait pris des photos discrètement et il les a diffusées, et ça a convaincu tout le monde qu'Israël détenait à peu près une centaine d'ogives, entre 100 et 200 ogives nucléaires, d'après ce qu'ils ont vu sur les photos. Et donc, instantanément, il était recherché par tous les services de la planète. Il est renvoyé, vous avez dit, c'est en 85, hein, il est renvoyé de son poste à Dimona, il fait une tournée en Asie du Sud-Est, en Australie, il commence à parler, il prône tout bonnement l'égalité entre les Palestiniens et les Juifs. En 1986, donc, il prend contact avec un journaliste du Sunday Times, c'est raconté dans un livre de Gordon Thomas, Les secrets du Mossad, et là... Il diffuse les photos, et donc... on a enfin la preuve définitive qu'Israël possède au minimum une centaine d'ogives nucléaires. Et donc, je disais, il était recherché instantanément par tous les services du monde. Et il y a une femme qui l'a piégé, qui l'a appelé à Rome. Et là, il l'a rejoint à Rome, et là, il est attrapé, Alors, une femme qui le piège, c'est le Mossad, en fait, oui, qui l'attire dans un traquenard à Rome, le 30 septembre 1986. Voilà. Il est drogué, il est assommé, il est drogué, il est kidnappé pour être emmené au sein de territoires. Il est jugé à huis clos, et il prend, je crois, une vingtaine d'années de prison. Il est libéré en 2004. 2004, voilà. Il a passé 11 ans à l'isolement, ce qui est quelque chose de terrible. Il aurait dû soit devenir fou, soit mourir, soit... En fait, il a passé 11 ans à l'isolement et 7 ou 8 ans en prison normale. C'est-à-dire, quand on dit 7 ans à l'isolement, c'est... 11 ans. 11 ans à l'isolement, c'est-à-dire 11 ans en tout, mais les premières années, il a passé au sein d'une cellule qui mesure 3 mètres sur 2. Voilà, c'est 11 ans dans une cellule. D'accord, en reste, isolement en tout, il a passé sévère. 18 ans. En isolement sévère. Alors, ces révélations ont permis de revoir... En fait, il est arrivé à communiquer avec la presse. À chaque fois, il trouve un moyen de passer des messages et tout, pour dire qu'il est... malmené, etc. Et en 2004, il est libéré, mais avec plein de conditions. Il doit contacter aucun journaliste, il ne doit pas parler avec les étrangers, il doit contacter aucune ambassade, il ne doit pas quitter le pays, etc. À l'époque, on apprend quand même que d'après ces révélations qui ont été... c'est vrai qu'il les donne au journaliste du Sunday Times, mais au début, le journaliste du Sunday Times se méfie de ces informations, donc il les donne à des experts internationaux dans le domaine nucléaire. Il vérifie ce que rapporte Mordechai Vanunu et on découvre que l'entité sioniste n'est rien de moins que la 6e puissance nucléaire mondiale à l'époque, ce qui remet en cause complètement les points de vue des analystes sur le Moyen-Orient. Voilà. Voilà, donc Mordechai Vanunu aujourd'hui est âgé de 70 ans. Mais entre 2004 et aujourd'hui, il a été rejugé pour violation de son contrôle judiciaire. Il a pris encore 6 mois de prison. Parce que quand il est sorti après 11 ans... Il était sous contrôle judiciaire. Quand il sort au bout de 11 années de détention... de 18 années de détention sévère, on lui interdit de s'approcher des ambassades, de parler avec les journalistes. Voilà. C'est-à-dire, ça reste quand même... Il était même à un moment donné en résidence surveillée. Donc, voilà, exactement. On essaye de le distancer par rapport à toute source d'information. Et en fait, lui, il dit j'ai des informations vieilles de 18 ans, ça n'a plus aucune valeur. Mais ils sont obsolètes. Obsolètes, mais
les autorités israéliennes ont toujours peur qu'ils communiquent des choses. Aujourd'hui, jusqu'à présent, il est toujours surveillé. Oui. Parce qu'on nous dit que l'entité sioniste est la seule démocratie de la région et que c'est une démocratie où l'opposition existe. On le voit qu'avec le cas de Mordechai Vanunu, on est loin de cette fameuse démocratie qu'on veut bien nous décrire. Mais nous savons que la démocratie marche avec les armes. Il faut les armes pour la faire marcher. Alors, Mordechai Vanunu, on n'utilisait pas l'expression à l'époque, mais c'est un lanceur d'alerte. C'est un lanceur d'alerte. C'est comme qui a posé des cas de conscience. Oui, c'est comme un peu Edward Snowden, c'est-à-dire. Exactement. Il y a un dilemme. Au fond, on va dire, il a trahi son pays. Voilà, il y a une espèce de dilemme. Est-ce qu'il faut trahir son pays? Est-ce que c'est un héros ou c'est un lanceur d'alerte? Non. Est-ce que c'est un héros? Est-ce que c'est un héros ou c'est un traître, pardon. Un traître, voilà. Voilà, c'est des héros. Et aujourd'hui, comment on dit qu'il s'est converti au christianisme, il veut même rejeter complètement la religion du Talmud. En fait, c'est ce qu'il a. Dès qu'il est sorti de prison, il est parti à l'église anglicane. Presque, ça a choqué plus qu'autre chose, plus que ce qu'il a fait. Qu'il abandonne le judaïsme, ça les a choqués plus que ce qu'il avait fait comme en termes de révélation. Ouais. Est-ce qu'on sait ce qu'il fait aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il devient? Non, vous n'avez pas d'informations. J'imagine qu'il a une vie calme désormais. Où est-ce qu'il vit? Okay. Vous n'avez pas d'idée, d'accord, très bien. Alors, deuxième sujet du jour, les guerres par procuration, les guerres par proxy. On a accusé l'Iran, on le disait au début, d'utiliser des unités non officieuses dans sa résistance contre les menées belliqueuses de l'hydre sioniste, alors que l'Iran a toujours dit que toutes ces unités, toutes ces armées ont des caractéristiques propres, mais quand bien même, ces guerres par proxy n'est pas l'apanage de la seule République islamique d'Iran. On se souvient par exemple de l'armée privée de Blackwater, qui est devenue l'armée privée américaine Blackwater, ou qui s'est appelée Academy. On se rappelle des exactions qu'ils ont fait, notamment en Irak, à Fallujah. Mais restons d'abord sur les États-Unis, sur l'Irak, c'est-à-dire que je veux dire que c'est pas l'apanage de la seule République islamique, parce que dernièrement, on a l'impression que, d'après les médias occidentaux, que ce sont les seuls Iraniens qui utilisent des proxys, alors que c'est loin d'être le cas. On peut schématiquement dire que le capitalisme et le libéralisme ont évolué et aboutissent à l'état de guerre permanente. En fait, on peut estimer que la guerre permanente est une conséquence, est une suite logique au capitalisme. C'est-à-dire, maintenant, avant les guerres, ça servait à conquérir des territoires. Maintenant, ça sert à contrôler des ressources. De plus en plus, les ressources se raréfient, etc. Il faut l'uranium, il faut du pétrole, et donc les pays puissants mettent en place financent des milices, financent du terrorisme pour prendre contrôle des ressources. Les guerres maintenant servent à Mais Samuel Al-Wabhi, votre diagnostic est juste, mais sauf que les grandes puissances ont toujours fait appel à des mercenaires. Oui. L'Angleterre victorienne, l'Empire même avant, l'Empire britannique a toujours fait appel à des corsaires, à des pirates pour détourner par exemple les bateaux espagnols. Exactement. Mais l'Iran, en l'occurrence, c'est pour des raisons différentes. Les chiites ont toujours, dans les pays où il y a des chiites, ils sont toujours, même quand ils sont en majorité en nombre, ils sont en minorité sur le contrôle des ressources, sur la richesse, etc. Ils sont toujours face aux sunnites en position de faiblesse. En fait, l'Iran aide les communautés chiites partout où il y a dans le monde. Forme de protection. Elles s'en servent comme base avancée en fait, depuis la guerre contre l'Irak, où ils ont vu que tout le monde s'est retourné contre l'Iran, et ils utilisent ces proxys pour garder les guerres loin d'eux. Mais c'est pas, enfin, quand on pose la question aux Iraniens, aux autorités iraniennes, aux diplomates iraniens, ils disent que c'est pas des proxys, parce que ce sont par exemple le Hezbollah ou les Houthis. Par exemple, je pose ma question, Samuel Oui. Wabhi. Quand on pose la question aux autorités iraniennes, on dit que c'est pas des proxys, puisqu'ils ont des caractéristiques propres, ils ont un agenda propre. Le Hezbollah, par exemple, n'est pas sous l'égide ou sous l'agenda de Téhéran. Il a ses propres menées, sa propre stratégie, sa propre vision. Alors que les proxys, par exemple, pour Blackwater, travaillaient main dans la main avec les Américains en Irak. Les ne sont pas dans la même lignée religieuse que
déjà les Yéménites sont à 35% chiites, et même les Yéménites les chiites du Yémen sont dans une forme différente. En fait, il n'y a pas une proximité religieuse. C'est pas ce que je disais, Samuel Webb. Et donc, ils les financent, et ils ont leur propre... en fait, quand ils financent les Houthis, c'est pour avoir une main sur Bab el-Mandeb, c'est pour un peu causer des problèmes à l'Égypte, à l'Arabie Saoudite. Mais les Houthis ont leur propre, bien sûr. C'est ce qu'on dit, donc c'est pas vraiment des proxys, puisqu'ils ont leur propre agenda, leur propre Exactement. politique, leur propre vision. Exactement. Mais dans les médias occidentaux, mais ils les aident. Dans les médias occidentaux, Ils s'en servent. dans les médias occidentaux, on dit que ce sont des proxys, ce qui n'est pas vraiment le cas. Le terme n'est pas adéquat. Chacun, par exemple, quand on parle du Hezbollah, il a ils ont chacun est dans une région, il est confronté à ses propres problèmes, à ses propres ambitions. Il a une aide militaire, financière, etc. De la part de l'Iran, et il se met au service de la cause de la résistance palestinienne. Est-ce que cela vous dit quelque chose, par exemple, les réseaux Stay Behind? Non. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Alors, après la Seconde Guerre mondiale, la CIA, le MI6 avait utilisé des armées secrètes qui étaient anticommunistes, mais surtout dont les unités provenaient des réseaux de l'extrême droite qui avaient collaboré avec les nazis à l'époque. Et comme les Américains et les Britanniques avaient tellement peur d'une invasion soviétique au sein de l'Europe, on avait préparé des espèces de réseaux Stay Behind, et justement ces réseaux avaient commis des attentats, par exemple l'attentat à la gare de Bologne en 1980, ou l'attentat à Piazza Fontana à Milan. Donc on voit que les réseaux, les proxys avaient été utilisés très vite pendant la guerre froide par le MI6 et par la CIA. Je rajoute quelque chose. Israël est un proxy des États-Unis. C'est-à-dire, donnez-moi, expliquez-moi. Alors, on vient d'assister à une guerre en Iran. Il y a un rapport d'un think tank qui s'appelle Brookings, qui a été fait en 2009, qui explique que l'Iran gêne les intérêts américains au Moyen-Orient, et s'il obtient la bombe atomique, il va prendre de l'assurance, il va nous gêner encore plus. On doit s'opposer à lui. Et le problème, c'est que l'Amérique ne peut pas agir en Iran. Et donc, il y a tout un chapitre de ce rapport qui s'appelle « Leave it to Bibi ». Laissez Netanyahou s'en occuper. Et en fait, c'était en 2009. Laissez Benjamin Netanyahou s'occuper de l'Iran. En fait, mais on a vu qu'il ne pouvait pas s'occuper de l'Iran, puisque quand on a vu les bombardements, les Iraniens... mais ces attaques étaient prévues en 2009. Il faut envisager Israël comme un porte-avions américain. Mais là, on a vu que ce n'était pas le cas. Oui, parce qu'entre-temps, l'Iran s'est renforcé, surtout en balistique, même si sur les ogives nucléaires, il n'est pas complètement au point, mais sur la partie balistique, il est très très en avance, aidé par les Russes, etc. Donc, ils se sont rendus compte que c'était pas aussi facile que ça. Mais en fait, ils pensaient que ça allait être plié en 24 heures. Les analystes occidentaux ont été, semble-t-il, surpris de la réactivité et du niveau en termes d'armement balistique, comme vous venez de le dire, de l'Iran. C'est Mach 15. Mach 15. Mach 15. Des missiles hypersoniques unicommande. C'est le dôme l'Iron Dome n'a rien pu faire. Il y a 4 ou 5 barrières. Il y a les porte-avions en mer Rouge, il y a ce qui est stationné en Irak, il y a tous les missiles hypersoniques ont passé une série de barrières et il n'y a rien à faire, on ne peut pas les arrêter. C'est vraiment une technologie unique. Donc... Est-ce que vous pensez que les Américains et les sionistes vont ils vont laisser passer du temps certainement, mais est-ce qu'ils vont tenter une seconde fois de déstabiliser Téhéran ? Bien sûr, ils n'ont pas le choix.
C'est-à-dire, ils n'ont pas le choix. Quand vous dites qu'ils n'ont pas le choix, c'est-à-dire Que, la confrontation doit s'imposer. oui, c'est. Ouais, vous connaissez la série Highlander, à la fin, il n'en restera qu'un. Voilà, il faut que. Parce qu'il y a des ressources, il y a beaucoup de. Le contrôle des ressources du Moyen-Orient, c'est à ce prix-là. Oui, mais aujourd'hui, on a d'autres puissances en jeu. Il y a les Chinois, Oui. il y a les Russes, il y a certaines puissances aussi qui regardent de loin, comme par exemple l'Arabie Saoudite Mais aussi. les Même États-Unis jouent leur va-tout. Ils sont obligés de. Alors justement, les États-Unis jouent leur va-tout. Peut-être que cette guerre par procuration est une illustration de ce va-tout, puisque vous le disiez au départ, quand le capitalisme dégénère, il le pousse vers la guerre, et c'est peut-être ce qui s'est passé quand il y a eu la confrontation avec Moscou, où Washington s'est reposé sur des mercenaires ukrainiens, par exemple les mercenaires d'Azov, qui sont néo-nazis, enfin ils arboraient les sigles néo-nazis. Est-ce que vous voyez aussi cette forme de confrontation on sait que cette guerre a été provoquée, on a provoqué Poutine pour qu'il envahisse l'Ukraine. On voulait en finir avec la Russie et on ne pouvait pas l'attaquer, il fallait la faire venir c'est un piège, un traquenard. Oui. Les Russes résistaient depuis 2014. On sait que en 2014, ils ont signé pour pas étendre l'OTAN vers l'est. Et comment ils s'appellent ? Les accords de Minsk. Oui, voilà, exactement. Et justement, il y avait Hollande et Madame Merkel qui disaient c'était juste pour gagner du temps. C'était pour faire dormir un peu. Poutine, le temps quand... Sauf que Poutine n'a pas dormi, puisque Poutine s'est préparé à la confrontation. Poutine n'a pas dormi, Poutine s'est préparé à la confrontation. Exactement. Il est autosuffisant, non seulement en blé... y compris dans le domaine bancaire, ce qui a été vraiment inattendu quand ils ont coupé le SWIFT. Le SWIFT. Et ils pensaient que ça allait être la fin. Il n'y avait plus de circulation d'argent. En fait, vous qui êtes scientifique aussi, vous analysez pas mal de données, est-ce qu'il n'y a pas une forme aussi de crise ou de déclin de la stratégie occidentale? On le voit par rapport à la Russie, puisque on ne s'attendait pas à ce que la Russie résiste, on le voit par rapport à l'Iran. En fait, personne n'a remarqué ça. Est-ce qu'il n'y a pas... Si, il y a des analystes qui ont remarqué ça. Il y a je crois, un an avant la guerre en Ukraine, Poutine a fait une expérience. Il a coupé la connexion, il a coupé la Russie du monde. Répondez à ma question. Pour s'assurer qu'il peut vivre en autarcie. Il n'avait pas besoin de... En fait, il a coupé la connexion et pendant 48 heures, je crois, pour s'assurer que la Russie peut... En fait, il se préparait à la guerre. Il y avait une expérience qui avait été faite, je crois, une année avant l'invasion de l'Ukraine. Il a coupé la connexion pour s'assurer que tout marche comme il faut. Il n'y a pas besoin de... En autogestion. C'est oui. Mais est-ce que, je vous repose la question, vous n'avez pas répondu, est-ce qu'il n'y a pas une forme de crise en termes d'analyse et de paradigme stratégique des Occidentaux au niveau de la guerre, au niveau des menées politiques, quand on voit le défaut d'analyse des sionistes sur l'Iran, quand on voit les Américains sur la Russie, les Européens, j'en parle même pas. On se rappelle de la sortie de Bruno Le Maire, l'ancien ministre de l'économie, qui disait que les sanctions vont mener la Russie à la banqueroute. On voit que c'est très loin d'être le cas. En fait, la Russie comme la Chine arrive à être ultra secret. Et en fait, ils ont tout développé en interne. Ils ont l'équivalent de tous les services qu'on a. Nous, on utilise le SWIFT américain, on utilise... Eux, ils ont tout redéveloppé en interne. Le SWIFT, c'est le paiement interbancaire. Voilà. Pour les ils ont redéveloppé, ils voulaient... comment on dit, vivre en autarcie. C'est pas en autarcie, c'est le souverainisme. Peut-être que ça a donné aussi un exemple, ça devrait donner un exemple à d'autres nations. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte, ça demande la valeur travail, ça demande du développement et ça demande une orientation politique. Par exemple, là, en termes d'intelligence artificielle, la Chine produit plus d'ingénieurs que l'Europe et l'Amérique réunies. À combien ?
Je ne sais pas, mais en tout cas, l'intelligence artificielle est en train de... Il y a une avance incroyable en Chine par rapport au reste du monde. On s'est rendu compte que les Chinois étaient les premiers formateurs d'ingénieurs au monde. Et dans ce classement, les Iraniens arrivent 3e. Oui. Les Iraniens arrivent 3e. Donc, il y a un nombre de scientifiques, des mathématiciens, des physiciens. L'Iran produit un grand nombre de scientifiques. Et c'est ça sa force. Pendant qu'en Occident, la formation technique a été dévalorisée. Les sciences dures, la recherche des sciences dures. Ouais. Le mot de la fin, est-ce que vous voyez d'autres guerres à l'avenir? Rapidement, en conclusion, on arrive à la fin. En tout cas, l'Afrique va subir beaucoup de guerres parce qu'il y a beaucoup de richesses. On n'espère pas, mais on s'en inquiète comme tout contre vous. En tout cas, merci beaucoup Samuel Rabhi d'avoir été des nôtres. On a échangé sur pas mal de sujets, pas tout, parce que les sujets sont loin d'être épuisés. En tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation pour l'Échiquier International et qui se conclura sur des mots. Merci de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous demain, même heure et même chaîne. D'ici là, portez-vous bien.